À tous et à toutes, nous vous disons bonsoir ou encore bonjour. Nous sommes revenus, cette fois pour de bon. Mais tout d'abord, nous voulons remercier celles et ceux qui n'ont pas cessé ces derniers mois de nous demander où sont passées nos conversations. Évidemment, difficile d'y tenir parfois. Pour mettre des contenus, ça prend du temps parce qu'il faut offrir des éléments de qualité, des contenus de qualité. Donc ça prend du temps. Je suis absolument tombé des nues de voir qu'il y avait cet intérêt. Donc pour cela, je vous dis merci de cet intérêt. Merci de cet encouragement. Je ne le savais pas. Merci infiniment. Je suis absolument reconnaissant de cette marque d'attention. Je m'en souviendrai. Nous sommes pratiquement à 2 semaines de la fin de l'année 2025. C'est la période où jamais les chrétiens célèbrent la nativité. Les juifs célèbrent Hanouka. La période Ramadan, parfois pour les musulmans, c'est à la fin du mois de novembre, certaines fois au début du mois de décembre. Ou pour les chrétiens, les protestants, ils parlent de l'action de grâce ou des actions de grâce. Donc c'est une période assez spéciale. Pour nous, c'est la célébration des livres. Nous sommes revenus aujourd'hui pour parler d'une aventure que nous avions eue le mois dernier. Nous avions été à Montréal du 19 au 23 novembre dernier pour participer au Salon du Livre. Le Salon du Livre de Montréal est très certainement le plus grand événement francophone des Amériques, car le Salon du Livre de Montréal avec le Salon du Livre de Paris et le Salon du Livre de Beyrouth le Salon du Livre de Montréal est à coup sûr le plus grand événement francophone des Amériques. C'est une aventure extrêmement intéressante que j'ai eue le mois dernier, où je faisais partie des 106 000 visiteurs à ce salon littéraire, où 1959 auteurs étaient en signature, avec 461 animations et programmées. 682 maisons d'édition ont participé et 5800 séances de dédicaces ont eu lieu. Événement extraordinaire. Le Salon du Livre de Montréal a commencé dans les années 50. Dans un premier temps, on organisait le salon à l'hôtel Windsor. Et de l'hôtel Windsor, en 1978, le salon s'est déménagé pour se rendre à la place Bonaventure. Et depuis quelques années, le salon s'y tient, s'installe, s'établit au Palais des Congrès, au centre-ville de Montréal. Un événement intéressant, car le salon du livre est fait pour la rencontre d'auteurs et d'autrices, d'auteurs et éditeurs, bibliothécaires, libraires et lecteurs. Un événement d'une valeur incontestable du point de vue culturel. C'est d'ailleurs la 48e édition qui a eu lieu en novembre dernier. Nous avions visité différents kiosques à ce salon du livre. Nous avions été au kiosque de Hachette, nous avions été au kiosque de VLB bien sûr. Moi j'ai appris à connaître VLB
et à partir de la parution du livre de Daniel Laferrière en 1985, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Et avant VLB, je m'attelais surtout aux livres parus aux éditions universitaires au Canada. Et très certainement, et le MEAC, c'est des éditions qui m'intéressaient au début des années 80. Mais à partir de la parution du premier livre de Daniel Laferrière en 1985, j'ai découvert VLB et depuis, je m'en suis rendu compte que cette édition publie de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs et d'auteurs extrêmement talentueux. J'ai visité aussi le kiosque de l'édition Gallimard et pour finalement atterrir au kiosque de l'édition Mémoire d'un crier. Pour une raison peut-être fraternelle ou une raison amicale, et parce que c'est la seule édition présente parmi les 682 maisons d'édition qui étaient là, dirigée par un Haïtien. Le plaisir a été immense de rencontrer des auteurs, de rencontrer des éditeurs et d'autres amoureux du livre et de la culture. Un peu plus tard, ou encore dans un autre programme, je vous ferai voir une conversation entre Rodney Saint-Éloi et le professeur Mathieu sur son livre qu'il a signé au cours de ce salon qui s'appelle Fait du feu. Rodney Saint-Éloi, en passant, il faut dire, c'est le directeur des éditions Mémoire d'un crier. Un autre Haïtien était en signature, à coup sûr, bien sûr, notre académicien Daniel Laferrière, qui signait son dernier livre, L'obsession du rouge. Mais le but de notre conversation aujourd'hui, c'est surtout de vous faire part d'une découverte que nous avions faite. Découverte ahurissante, je l'appelle ainsi, car c'est un livre qui m'a interpellé. Et c'est de ce livre que nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit d'un livre d'un écrivain cubain qui s'appelle Carlos Moore et le titre de son ouvrage c'est Pichon, racisme et révolution dans le Cuba de Castro. C'est un livre de mémoire, c'est une autobiographie, mais aussi c'est un livre rempli d'analyses sur les questions sociales, les questions identitaires et les questions raciales. Ce livre m'a interpellé. Il m'a interpellé car la thématique de ce texte est pour moi une thématique nouvelle. J'ai lu pas mal d'ouvrages sur la révolution cubaine, bien sûr. J'ai été à la source et j'ai d'abord lu, très jeune, le discours de Fidel en 1953 après l'attaque de la Moncada, ce fameux texte qui s'appelle L'histoire m'acquittera. J'ai revisité ce texte il n'y a pas trop longtemps pour voir s'il était possible d'épingler le mot race à travers ce discours. À aucun moment, au cours de ce discours, le mot race n'a été mentionné. Carlos Moore est né en 1942 à Cuba, de parents jamaïcains. Il a vécu à Cuba dans un premier temps de 1942 à 1958, l'année où ses parents ont laissé Cuba, une année avant la Révolution, pour venir habiter ici, à New York, particulièrement à Brooklyn. Carlos Moore,
jeune adolescent, est venu à New York. Il se cherchait, car déjà à Cuba, il s'en rendait compte qu'il y avait quelque chose de très curieux de la société cubaine, c'est le problème de discrimination raciale. Jeune, passionné de lecture, très curieux des questions sociales, des questions raciales et des questions identitaires, il éprouvait une certaine fascination à lire le magazine Ebony. À travers ce magazine, il a découvert des faces qui le fascinaient. Des gens comme Marie Belafonte. Il regardait les visages des gens comme Maya Angelou. Il regardait aussi des gens comme Nat King Cole qui faisaient les couvertures d'Ebony. Très jeune, il se faisait l'illusion qu'aux États-Unis, les problèmes qui se posaient au niveau de la race à Cuba ne se posaient pas aux États-Unis. Jeune adolescent, il est arrivé à New York. Il a laissé Brooklyn de temps en temps pour s'y rendre à Manhattan et pour venir surtout à la 119e et 120e rue sur le Knox Avenue pour découvrir cette librairie dirigée à l'époque par Lewis Michaud, librairie qui a été fondée en 1932 et à New York, où il a commencé à rencontrer les figures qu'il voyait sur les couvertures de magazines Ebony. C'est alors que matin, au moment où il lisait dans un petit coin de la librairie, il a rencontré Maya Angelou, qui devait devenir une bonne amie à lui. Ils sont restés amis pendant 54 ans, jusqu'à la mort de l'artiste. Carlos Moore a compris à partir de ce moment-là que les problèmes qui se posaient à Cuba se posaient aussi aux États-Unis. Entre-temps, une année plus tard, en 1959, la révolution a eu lieu. Castro est devenu président. Comme l'on sait, Che Guevara est devenu ministre. Pour revenir au livre de Carlos Moore, nous devons dire que ce livre, à notre sens, taquine ce que j'appelle une zone d'ombre dans la révolution castriste. Le regard, je dirais critique et même polémique de Carlos Moore, d'ailleurs profondément documenté, nous prouve que si le marxisme blanc a réussi à Cuba, les problèmes de race y demeurent, et de cette égalité dont parle Fidel Castro à travers ses différents discours, à travers ses différentes prises de position, elles sont en désaccord avec la réalité profonde de Cuba. Même si certains problèmes ont été résolus avec la révolution, mais l'inégalité persistait du côté de ceux qui se battaient pour une société égalitaire parce que certains, ils étaient noirs et les autres qui étaient blancs, au cours de ce moment-là, n'ont pas joui des mêmes privilèges. Donc, la question est de dire, est-ce qu'il est possible de réussir une révolution dans une société quand toutes les contradictions sont là et aucune de ces contradictions n'est résolue? Si la révolution niait l'existence du racisme, c'est ça le castrisme.
d'après la perspective de Carlos Moore. La révolution nie l'existence du racisme, ça rend difficile la mobilisation de ceux qui sont des afro-descendants. Car l'expression même utilisée par Carlos Moore dans le titre de son ouvrage, le mot pichon, signifie précisément, c'est un terme raciste ou encore un terme racisé, qui désigne toute personne noire d'origine antillaise. Ce mot a demeuré pendant longtemps et Carlos Moore lui-même a confronté le système quand il est retourné à Cuba en 1961, à peu près 2 ans après la Révolution. Il ne pouvait pas rencontrer Fidel Castro, qui était déjà un ami, une acquaintance, une connaissance, car au moment où Castro était venu à New York pour son fameux discours à la tribune des Nations Unies, Carlos Moore, qui se mobilisait à côté d'autres intellectuels de New York, avait rencontré Fidel Castro. Au même moment où Fidel Castro lui-même, avec sa délégation qui était à l'hôtel Shelburne à Midtown, il a été exclu. Encore, il n'a pas voulu rester à cet hôtel pour se rendre dans un autre hôtel à Harlem. D'après tous les documents qui ont été écrits, archivés, Carlos Moore a été celui qui a organisé le déménagement de Fidel Castro de l'hôtel Shelburne à Harlem. Donc, quelque part, il y avait une relation entre Fidel et Carlos Moore. Quand Carlos Moore est retourné à Cuba, il demandait à un général de rencontrer Fidel. Il n'a pas eu le privilège de le rencontrer et finalement, exclu de la société, discriminé, il a été jeté en prison pendant un certain temps. C'est ainsi qu'il est reparti de Cuba pour se rendre en France. C'est à ce moment-là qu'il a été à l'Université de Paris où il a fait un doctorat en relations internationales et un autre en anthropologie. Carlos Moore a subi tous ces moments difficiles et je crois que cette autobiographie de plus de 400 pages qu'il a rédigée, qui d'ailleurs a été publiée pour la première fois en anglais en 2008 et traduit finalement par une Nigériane pour le compte des éditions Mémoire d'un crier, rend un service à ceux qui sont sensibles à cette question de race et cette question identitaire dans la société cubaine. Et surtout en perspective à la révolution cubaine. Je parle de ce texte justement pour vous inviter à le lire vous-même. Et je termine ce programme aujourd'hui rapidement pour vous dire justement et répondre à une mise en accusation qui m'a été faite par un très bon ami, un ami de plus d'une trentaine d'années, très certainement presque une quarantaine d'années d'amitié. C'est mon très bon ami Sergo qui me disait qu'il faut une certaine transcendance dans mes relations avec les gens qui ne s'intéressent pas à la culture, les gens qui ne s'intéressent pas à la lecture, les gens qui n'ont aucun souci d'apprendre même. Je réponds et gentiment à cette mise en accusation pour dire non. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à lire un livre. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à la lecture. Les gens que j'ai connus dans ma vie, les gens que j'aime, les gens pour qui j'ai le profond respect, n'ont rien à voir avec la culture, ils n'ont rien à voir avec la lecture. Je m'en souviens encore tout en disant cela à une lessiveuse de mon quartier, là où j'ai grandi,
du nom de Itelia. Je pense que ce programme lui est dédié. C'était une lessiveuse. Elle préparait les habits des gens du quartier. Et son mari était quelqu'un qui fabriquait des richots à charbon. Et c'est des gens que j'aimais profondément en toute humilité. Mais c'est absolument vrai que c'était des gens qui ne savaient ni lire, qui ne savaient ni écrire. Et dans les moments les plus importants de ma vie, ils ont été invités. Ils ont été invités parce que ce ne sont pas seulement les gens qui s'intéressent à la culture, les gens qui s'intéressent à la lecture que j'aime. J'aime tout le monde. Mes relations sont des relations égales avec tout le monde. J'aime l'humain, j'aime l'homme. Et peu importe le niveau de ta culture, peu importe tes intérêts, peu importe ta religion, peu importe tes choix dans la vie, j'aime les gens. J'aime les gens. Cependant, j'ai toujours cru que le livre m'a sauvé. Donc si j'ai l'opportunité d'inviter quelqu'un à lire, je l'ai toujours fait avec plaisir. Parce que je n'ai aucune honte d'inviter quelqu'un à lire un texte. Pour moi, lire, c'est au moins, c'est un exercice d'échange. C'est un exercice de partage. Quand on lit un livre, quand on découvre d'autres pays, on découvre d'autres personnalités, on découvre d'autres points de vue, d'autres visions du monde, d'autres religions, etc., etc., etc. C'est pourquoi j'ai commencé, et très jeune, à comprendre qu'il a fallu inviter les gens à lire parce que la lecture peut sauver et la lecture m'a sauvé. Je n'ai pas dit la littérature m'a sauvé, j'ai dit la lecture m'a sauvé. Toute ma vie, je n'ai jamais cessé de lire. J'ai toujours cru que la lecture est le dernier rempart de l'humanité. Si on ne lit pas, on n'apprend pas, on ne saura rien. Je vous laisse sur ces mots. J'espère que je reviendrai la semaine prochaine avec un autre programme et peut-être un petit peu plus léger. Nous parlerons un peu de poésie. Et pour débuter l'année 2026, je vous dis merci encore une fois à ceux qui suivent ce programme, ceux et celles qui n'ont pas cessé de dire que je veux t'entendre, je veux croire que tu es là, on t'attend, on attend nos conversations. Nous serons en avril prochain au Salon du Livre de Paris. Nous avons des gens qui nous attendent là-bas. Nous y serons et nous y reviendrons avec des conversations avec différents auteurs. Merci, passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée à la visualisation de ce programme. C'était avec vous, Franz Bernier. Merci.